Quelque part en région parisienne, un groupe Nedex. Ils sont spécialisés dans la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des explosifs. Ils sont aussi en alerte 24 heures sur 24. Donc voilà donc la salle des radios, auquel on va faire donc un lever de doute sur 2 lettres qu'on a reçues. A priori donc susceptibles de détenir du bacille du charbon, qu'on appelle simplement de l'anthrax. Donc la première, donc, on va la mettre dans notre appareil à rayon X, qu'on appelle un balto, tout simplement. Ah. Donc là, ça devient un peu plus intéressant. Voilà. Là, il y a vraiment un doute, il faut qu'on le lève avant d'envoyer ça donc, au labo à l'IP3 sur Grenoble. Nous, on lève le doute au niveau de l'explosif, donc, pour être sûr qu'il n'y a strictement rien pour après les gens dans les labos. Maintenant, moi, je ne peux pas certifier, parce que la radiographie ne peut pas nous le dire, si effectivement il y a de la poudre, du sucre, du plâtre, ou voire carrément bacille de charbon, comme on l'a vu après le 11 septembre. Quoi. Donc là, on a toute une gamme en fait, de différents engins explosifs improvisés qu'on trouve un peu de partout dans le monde. Donc là, c'est la salle où on a un peu les pièges un peu particuliers qui ont été reconstitués donc, par nos personnels de tous les colis suspects, engins suspects qu'on peut avoir dans toute la gamme. Donc au départ, on va prendre un peu ce qu'on peut trouver tous les jours, qui ont été envoyés fréquemment par différents mouvements un peu dans le monde entier, auprès des journalistes et des hommes politiques. Ce type de livres, tout simplement, qui ne paraît pas grand-chose. Donc au niveau de l'armement, simplement... Voilà, là je suis mort. C'est-à-dire que là je viens de mettre en fonctionnement le livre. Au départ, donc totalement classique, et dès qu'on va le bouger, voilà, ça y est. Et après, tout peut être piégé, comme on le voit avec aussi bien les attachés-caisses. Pour nous, à chaque fois, de toute façon, automatiquement, on considère que l'attaché-caisse ou le sac d'école, le sac de sport peut être piégé, simplement. Voilà, donc ça, c'est le type de cartable totalement anodin qui peut être posé n'importe où. Le problème, c'est que quand on regarde à l'intérieur, ensuite, voilà, on se retrouve avec, par exemple, l'équivalent d'1 kilo d'explosifs. Donc énorme dégâts en fait au niveau de la population si ça venait à exploser. Le fameux petit tube de mayonnaise qui est totalement anodin. Alors il faut savoir que depuis donc, les années 78 à 95, un Italien donc on a surnommé Una Bomber par rapport au terroriste américain qui avait le même nom. Lui s'amuse à aller dans les supermarchés, achète tubes de mayonnaise, ketchup, aussi bien aussi des œufs de Pâques en chocolat, les ramène chez lui, les piège, les remet dans les rayonnages et ensuite les mères de famille ou les gens quand ils vont acheter le produit rentrent chez eux et en ouvrant soit le capuchon du tube de mayonnaise ou du pot de ketchup en le dévissant ou en cassant un œuf de chocolat, à partir de là, donc, l'objet explose et les gens, les 3 quarts du temps, ont 1, 2, voire 3 doigts arrachés, plus éventuellement polycriblage du plastique sur le visage et dans les yeux. Ok, on est bon pour là. Ok. Le papier PDF1, ça nous permet de détecter les produits chimiques liquides. Par contre, l'appareil qui est en haut, lui, ça permet de nous détecter tout ce qui est gazeux. Et ce qu'il a sur la manche, c'est tout ce qui est nucléaire. Dérouille-le sur son support. Verrouillé. Ça marche. Allez, leader, première approche. Pas de risque additionnel si ce n'est la présence de nombreux sacs en vue de la mallette en question. Approche normale. J'arrive à 5 mètres de la rampe. Je suis à 3 mètres de la rampe. La rampe est dégagée. Voilà, je suis face au colis. Voilà, je suis à 8 mètres du colis. 5 mètres du colis. Je suis en présence d'éléments radioactifs. Je pose mon canard en haut, je me retire.
Évidemment, c'est un métier à risque, surtout dans la partie colis suspect où on ne sait pas à quoi on va avoir affaire. On a tout le temps peur, c'est-à-dire que pas peur de l'engin qui nous attend ou de la munition qui nous attend, peur de ne pas être à la hauteur de la tâche, quoi, de la menace, quoi. Tant que je n'ai pas mis les pieds à bord du véhicule qui va me rendre sur les lieux, là j'ai les foies. Disons que j'ai une montée d'adrénaline qui me dit voilà, là, t'emballes pas, calme-toi, respire, fais-toi ton déroulé dans ta tête et ça va bien se passer. Là, à ce moment-là, ouais, il y a cette petite montée d'adrénaline qui fait que j'ai peut-être peur. C'est peut-être ça la peur. La personne qui dit qu'elle n'a pas peur, pour nous, elle devient dangereuse. Elle est dangereuse. Automatiquement, on a peur. Alors, on n'a pas peur pendant l'intervention, je dirais. On a surtout, c'est la peur après. Automatiquement, pendant la phase où on va sur l'engin en véhicule, au moment où on arrive sur la zone et qu'on intervient, on n'a pas peur. On sait ce qu'on va faire, on a une méthodologie, on a des actes qui sont automatiques. Par contre, c'est après, parce que là, on se dit, j'aurais pas dû faire ceci, ou là, j'ai dû me planter, ou j'ai pas fait une bonne approche. Et c'est là où on fait vraiment peur. C'est toujours après, pendant jamais. Vous pouvez répéter une émission de radioactivité ? Ah oui, tout à fait, oui. Votre colis, c'est pas un colis suspect normal, c'est un colis suspect avec une source radioactive à l'intérieur. Hein. Avec Nedex ? Oui, Cap Nedex. Bon, on a une tuile. Pardon ? On a une tuile. Suite à l'appel de ce matin, on vient d'avoir un deuxième appel, vous donnant un délai pratiquement de moins de 2 heures avant l'explosion du colis. Dites la personne au téléphone. Les autorités nous demandent d'intervenir sur le colis. Affirmatif, vous avez autorisation et ordre pour l'instant d'intervenir sur le colis et de prendre toutes les mesures conséquentes. Il n'y a pas photo, on est vraiment en présence donc d'un colis avec une charge radioactive et une charge pyrotechnique. On peut estimer la charge pyrotechnique en gros 2 kg. Ça doit être la minuterie. Ok, tout est connecté. Ouais. Par contre, là, ici, tu vois, c'est complètement en dehors et c'est ça qui doit cracher. C'est ça qui doit cracher, ouais. Notre source radioactive, elle est là. On va taper à ce niveau-là. Neutraliser le détonateur, les hommes du Nedex préparent le terrain pour que les spécialistes récupèrent et isolent la matière radioactive. Moi, j'ai eu un accident en 1991 sur une roquette soviétique. Et à partir de là, donc, dès le départ, quand j'ai fait ce métier, donc il y a à peu près un peu plus de 20 ans, j'ai dit à mon épouse, le jour où j'ai un accident, j'arrête. Et en fait, ça a été pire. C'est-à-dire que le jour où on est touché dans sa chair par un accident, au contraire, on ne veut plus, bien qu'il y a tellement de choses dans le monde entier, mais on ne veut plus que ça continue. Les gens qui sautent sur des mines ou éventuellement les gens qui meurent ou qui se soient blessés lors d'attentats terroristes dans le métro parisien ou lors d'une explosion d'une voiture piégée à Marseille, à Paris ou à Strasbourg. Quand on sort d'une intervention particulière, on s'aperçoit que les gens qui sont autour de nous, on leur a sauvé la vie, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est notre métier, un jour ou l'autre, on peut partir en son et lumière, comme on dit. Hein. On revient toujours à la notion de sacrifice. Et c'est l'essence même de cette vocation qu'on a d'aller sur quelque chose pour sauver d'autres personnes. Et à travers le déminage, on se met au service des autres, de la sécurité publique, de la sécurité militaire, j'exerçais un métier que j'aime et j'en fais une passion, c'est clair, et c'est le service rendu aux autres. Sans ambiguïté, c'est certainement ma première démotivation. 2, 1, c'est parti. C'est bien qu'il est là-dedans. On monte plus tard. Les autres, il est resté dedans.
vous avez contacté? Pour résumer, il y a 3 mois de plongée et 4 mois d'apprentissage de plongeurs démineurs proprement dit. Donc de la recherche, de la relocalisation d'engins au fond de la mer. On apprend à détruire ces engins, donc la mise en œuvre d'explosifs. Les principaux dangers dans le métier de plongeur démineur, c'est la connaissance de soi-même déjà, savoir si on est capable de réaliser une action ou non. Donc c'est la maîtrise, c'est la plongée. C'est les risques liés à la manipulation d'engins explosifs, plus ou moins anciens et qui peuvent être plus ou moins sensibles. C'est le risque lié à la manipulation de nos explosifs, de nos propres explosifs, de nos procédures de destruction. Et je dirais aussi que c'est la maîtrise du travail en groupe. Lorsqu'on est devant un engin au fond de l'eau, on ne ressent plus rien. On applique le schéma de l'intervention qui a été décidé en surface. Je crois qu'il est trop tard pour réfléchir et il suffit de dérouler la procédure d'intervention qui a été définie au préalable. Les risques des engins qui se trouvent dans l'eau, c'est essentiellement la vétusté. C'est des engins qui sont là depuis très longtemps, donc il faut pas trop les bouger et savoir qu'ils sont toujours actifs, quoi. Que la charge est toujours en place et qu'ils sont toujours dangereuses. Le principe des fonctionnements des mines est extrêmement varié. Presque tous les systèmes existent et tous les systèmes peuvent être développés. Certaines sont même dirigées contre les gens chargés d'intervenir pour les détruire. En fonction de la menace à laquelle elles s'appliquent, elles sont plus ou moins dangereuses pour un plongeur. Ça ne peut pas exploser à tout moment. Il y a quand même des principes de fonctionnement répertoriés et des procédures qui ont été développées pour répondre à la menace de l'engin. Donc je ne dirais pas que ça peut exploser à tout moment. Il y a quand même une maîtrise du risque qui est en permanence recherchée. « 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. On ne peut pas nier le risque. Il y a le côté plongée qui est dangereux et le côté déminage. En revanche, on travaille avec beaucoup de procédures, beaucoup de réglementations et on peut considérer qu'on maîtrise bien le risque. Globalement, sur l'école, on peut parler d'un taux de réussite des 2 tiers, sachant que le cours le plus sélectif est le cours en nageur de combat où le taux de réussite est de 50%.